Heinrich Müller, surnommé même au sein de l'appareil nazi Gestapo Müller, fut le chef opérationnel de la Gestapo au cœur de la RSHA. Contrairement à d'autres dignitaires plus visibles, Müller n'avait pas besoin de discours ni de propagande pour inspirer la crainte. Son pouvoir résidait dans les archives, dans la signature qui déclenchait arrestations, interrogatoires et déportations, et dans la coordination quotidienne avec la machine répressive du régime. Lorsque la guerre prit fin, son nom devint une obsession pour les chasseurs de nazis. En termes pratiques, c'était l'homme qui en savait trop. En avril 1945, tandis que Berlin s'effondrait sous le siège soviétique, Müller demeurait au cœur du pouvoir. Des témoignages de personnes présentes dans le bunker et à ses alentours le situent durant les derniers jours d'Hitler dans la zone de la chancellerie et du Führerbunker, accomplissant encore des tâches de sécurité et d'interrogatoire. On se souvient de lui comme de quelqu'un convaincu que tomber entre les mains soviétiques n'était pas une option. Après ces heures finales, il disparut tout simplement. Il n'existe pas de corps identifié de manière concluante, aucune capture documentée, ni aucune fuite prouvée. À partir de 1945 commença la chasse. Services alliés, unités de police allemandes d'après-guerre et équipes d'enquête le recherchèrent pendant des années. Les archives déclassifiées montrent que sa trace officielle s'éteignit à Berlin en avril 1945 et que, malgré cela, des rumeurs et des pistes contradictoires continuèrent d'affluer. Son entourage familial et des personnes ayant travaillé avec lui furent surveillés dans l'espoir d'intercepter le moindre signal. Une lettre, un contact, un mouvement d'argent. Rien de solide n'apparut. Avec le temps, l'hypothèse la plus sobre s'imposa. Il serait mort lors des derniers combats ou se serait suicidé dans le chaos de la chute de Berlin, son corps étant resté méconnaissable ou enterré sans registre fiable. Des versions ont circulé au sujet d'une prétendue découverte et d'un enterrement dans une fosse commune sur le site d'un ancien cimetière juif à Berlin, et des affirmations selon lesquelles le mystère était résolu ont même été médiatisées, mais sans exhumation concluante permettant de clore l'affaire avec certitude historique. Ainsi, Müller demeura une anomalie, probablement mort en 1945, mais sans fin vérifiable, le plus haut dirigeant nazi dont le destin réel resta enveloppé d'ombre. Ernst Kaltenbrunner. Si Heinrich Müller fut l'engrenage invisible de la Gestapo, Ernst Kaltenbrunner fut l'homme qui, à partir de 1943, occupa le sommet administratif du système qui la dirigeait. Autrichien, avocat de formation et militant précoce du nazisme, Kaltenbrunner gravit les échelons de l'appareil de sécurité jusqu'à devenir chef de l'Office central de la sécurité du Reich, la RSHA, en janvier 1943. Ce détail est essentiel. La RSHA n'était pas un simple ministère, mais le cerveau qui unifiait la police de sécurité et le service de renseignement du parti. Au sein de cette structure étaient intégrés la Gestapo, la Kripo et le SD. De là étaient coordonnées arrestations, persécutions, déportations et l'écrasement de la résistance dans les territoires occupés. Son arrivée au poste eut lieu après la mort de Reinhard Heydrich et en pleine radicalisation de la terreur étatique. La guerre n'était déjà plus seulement un front militaire, c'était une guerre intérieure contre des populations entières. Sous Kaltenbrunner, l'appareil policier devint une centrale de distribution d'ordres, de rapports et de solutions aux problèmes que le régime avait déjà décidé de résoudre par l'extermination. Il n'était pas nécessaire qu'il soit présent dans chaque camp ou à chaque exécution. Son rôle consistait à soutenir la chaîne de commandement qui permettait à tout cela de fonctionner sans interruption. Autorisation, transfert, juridiction, rapport de police, coordination avec les SS. À Nuremberg, l'accusation le présenta précisément comme une pièce centrale du dernier tronçon du système. À mesure que le Reich se rétrécissait, la violence devenait à la fois plus intense et plus bureaucratique. Lorsque survint l'effondrement de 1945, Kaltenbrunner ne disparut pas comme Müller. Il tenta de se cacher. Il s'enfuit vers l'Autriche, dans la région montagneuse proche d'Altosee, dans le massif du Totzgebirge, avec de faux papiers et un petit groupe d'accompagnateurs. Mais en mai, il fut localisé après une traque combinant renseignement local, recoupement de témoignages et patrouilles américaines. Sa capture, enregistrée par des unités de contre-espionnage et des troupes américaines, fut la fin brutale de sa tentative de se fondre parmi les réfugiés et les fugitifs du Reich.
Contrairement à d'autres dignitaires qui tentèrent de négocier ou de construire des récits techniques, Kaltenbrunner affronta le procès du tribunal militaire international de Nuremberg en tant que fonctionnaire contrôlant l'appareil de sécurité. Il fut inculpé de plusieurs chefs et le verdict le déclara coupable de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La sentence fut la peine de mort. Le 16 octobre 1946, Kaltenbrunner fut exécuté par pendaison, mettant fin à son histoire non par une fuite ni par un exil, mais sur la même scène où le monde tenta, pour la première fois, de donner un nom juridique à une machine de terreur étatique. Joseph Meisinger. Joseph Meisinger était l'un de ces cadres de la Gestapo qui n'avaient pas besoin d'un poste maximal pour laisser une trace terrifiante. Dans les années 30, il faisait déjà partie du cercle de confiance que Reinhard Heydrich avait amené à Berlin pour consolider la Gestapo comme instrument politique, et au sein de l'appareil, il s'était fait une réputation pour sa brutalité et sa capacité à exécuter des ordres sordides sans ciller. Il n'était pas un bureaucrate gris, c'était un opérateur avec l'instinct du chasseur, utile pour des tâches où le régime ne voulait ni témoins gênants ni doutes moraux. Son nom est particulièrement lié à la Pologne. Après l'invasion, il a été affecté à la structure de sécurité à Varsovie et a occupé des postes au sein de la police de sécurité et du SD dans le district. Dans ce contexte, il a été associé à la terreur quotidienne qui a défini les premières années d'occupation. Représailles, exécutions, persécutions systématiques des Polonais et des Juifs, et un climat de peur administré comme politique. De cette période, il serait surtout rappelé par un surnom qui synthétisait sa réputation, le boucher de Varsovie. Le surnom n'était pas un excès rhétorique, il décrivait la perception d'un fonctionnaire qui avait fait de la punition collective une routine. Mais Meisinger ne fut pas arrêté en Europe. En 1941, il fut envoyé en Extrême-Orient comme liaison Gestapo-SD à l'ambassade allemande à Tokyo, un poste mêlant contre-espionnage, surveillance des Allemands déloyaux et coopération avec les services japonais. De là, il continua à être un homme de l'appareil, bien que sa guerre devint plus clandestine. Informateur, liste, soupçons et manœuvres d'ambassade. On trouve même des références à des tentatives d'influencer les autorités japonaises contre des communautés juives réfugiées en Asie, un écho de l'obsession antisémite du régime transposé sur un autre théâtre. Lorsque le Japon se rendit, son sort changea brusquement. Le 6 septembre 1945, Meisinger se rendit au Japon et passa sous garde américaine. Il fut intensivement interrogé et transféré pour de nouvelles déclarations, car les Alliés le liaient à des crimes commis à Varsovie. Pendant des mois, son dossier circula dans les circuits du renseignement et de la justice. Il n'était pas seulement un prisonnier, c'était une pièce reliant fichiers, ordres et responsabilités. En 1946, il fut extradé vers la Pologne. Là, le récit n'était plus celui du « liaison à Tokyo », mais de l'exécuteur de la terreur à Varsovie. Jugé par le tribunal national suprême de Varsovie, il fut condamné à mort le 3 mars 1947. 4 jours plus tard, le 7 mars, il fut exécuté à la prison de Mokotów. Pour Meisinger, l'après-guerre ne se termina ni en fuite ni dans l'anonymat. Elle se termina par une sentence qui le ramena au même endroit où son nom avait été marqué. Arthur Nebbe. Arthur Nebbe n'a pas été le chef de la Gestapo comme Müller, mais son nom est lié au cœur même de la terreur nazie, car il contrôlait un élément indispensable du système, la Kriminalpolizei ou Kripo, la police criminelle du Reich. En 1936, il en prit la direction, et lorsque la RSHA fut créée en 1939, cette police fut intégrée dans la même superstructure qui comprenait la Gestapo et le SD. En d'autres termes, Nebbe n'avait pas besoin d'avoir le tampon Gestapo sur sa carte pour opérer dans le même engrenage, partager des dossiers, des compétences et des objectifs, et soutenir la logique de persécution que le régime appelait « sécurité de l'État ». Le tournant de son histoire survint avec l'opération Barbarossa. Avant l'invasion de l'Union soviétique, Nebbe se porta volontaire pour commander l'Einsatzgruppe B, l'un des escadrons mobiles d'extermination des SS. Son unité opéra dans l'arrière-garde du groupe d'armées centre, surtout sur ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, et ses propres rapports comptaient des dizaines de milliers de meurtres d'ici la fin de 1941. Il ne s'agissait pas d'excès isolés,
C'étaient des opérations planifiées de fusillades massives contre les Juifs et d'autres victimes définies comme indésirables, avec un soutien logistique et une coordination avec les structures policières et militaires. Sous son commandement, le terrorisme public était également utilisé avec des pendaisons et des exécutions devant la population rassemblée comme méthode de contrôle. À la fin de 1941, Nebe retourna à Berlin et reprit sa carrière au sein de la RSHA. Ce retour ne le nettoyait pas. Il le remit dans la bureaucratie du crime avec le prestige interne de quelqu'un qui avait prouvé son utilité sur le front le plus brutal. En 1944, son nom apparaît également lié à un autre épisode sinistre. Après la grande évasion du Stalag Luft 3, on lui attribue un rôle dans la sélection des prisonniers recapturés qui furent exécutés. Une représaille transformée en procédure. Ensuite vint l'effondrement politique. Nebe fut lié à la conspiration du 20 juillet 1944 contre Hitler. Lorsque l'attentat échoua, il s'enfuit et se cacha pendant des mois, comme si sa participation au complot pouvait réécrire son passé. Il fut arrêté en janvier 1945 après avoir été dénoncé et présenté devant le tribunal du peuple. Condamné le 2 mars, il fut exécuté à la prison de Plötzensee le 21 mars 1945, pendu selon la méthode d'humiliation ordonnée par Hitler pour les conspirateurs. C'est ainsi que se termina Nebe, non pas comme un résistant, mais comme un bourreau qui tomba trop tard alors que le Reich s'effondrait de ses propres mains. Eduard Strauch. Eduard Strauch représente un profil particulièrement inquiétant dans l'univers Gestapo-RSHA, celui du juriste devenu exécuteur. Avocat de formation et officier des SS, sa carrière a évolué au sein de la police de sécurité et du SD, c'est-à-dire le même réseau où la Gestapo opérait comme principal outil de persécution et de répression. En 1941, avec l'invasion de l'Union soviétique, Strauch est passé de la sécurité bureaucratique à la violence ouverte. Il fut commandant de l'Einsatzkommando 2 au sein de l'Einsatzgruppe A, une unité mobile créée pour nettoyer l'arrière en procédant à des massacres de masse. Ce fait n'est pas anodin, car il situe Strauch là où la terreur nazie cesse d'être une menace pour devenir une exécution industrialisée en plein air. Dans la région baltique, son unité est liée à des opérations de fusillade à grande échelle, et son nom est associé dans les reconstructions historiques au massacre de Rumbula, près de Riga, l'un des plus grands massacres de Juifs dans la Baltique. Plus tard, Strauch fut nommé commandeur der Sicherheitspolizei, un des SD, c'est-à-dire commandant des SD en Biélorussie blanche occupée, un poste qui concentrait le contrôle policier et la coordination des persécutions, des raids et des exécutions. En 1944, lorsque le front de l'Est était déjà perdu, sa carrière prit un autre tournant. Il fut transféré à Bruxelles comme KDS. Là, sur un autre territoire occupé, le modèle restait le même. Appareil de sécurité, surveillance, répression de la résistance et administration de la peur. La fin de la guerre ne le trouva pas en fugitif impossible à traquer. Il fut capturé et son nom entra dans le circuit judiciaire visant à prouver la responsabilité individuelle dans les crimes de masse. Strauch fut jugé lors des subséquents Nuremberg Proceedings, dans le procès des Einsatzgruppen ou l'affaire Neuf, où un tribunal militaire américain le condamna pour crimes contre l'humanité et le condamna à mort. La sentence fut prononcée en avril 1948. Mais, contrairement à d'autres condamnés qui finirent sur la potence, Strauch fut transféré en détention belge pour y être jugé pour des crimes commis sur un territoire occupé. En Belgique, il reçut de nouveau une condamnation à mort, et pourtant, il ne fut pas exécuté. Les Belges le considérèrent mentalement inapte, et l'affaire resta bloquée entre sentence, détention et évaluation psychiatrique. Sa fin ne fut ni fuite ni grâce. Eduard Strauch mourut en détention le 15 septembre 1955 à l'hôpital d'Uccle, en Belgique, sans que l'une de ces deux sentences capitales ne soit exécutée. Alois Brunner. Alois Brunner a été, pour de nombreux chercheurs, l'exécuteur le plus efficace de la machine de déportation. Autrichien, officier des SS avec le grade de SS Hauptsturmführer, il a travaillé sous Adolf Eichmann et a été à plusieurs reprises désigné comme sa main droite pour transformer listes et ordres en trains partant vers les ghettos et les camps. Son pouvoir ne venait pas d'un poste visible ni d'un uniforme en première ligne.
mais d'une méthode: identifier, concentrer, confisquer, transporter et consigner le tout dans des dossiers qui rendèrent le crime administratif. Avant et pendant la guerre, il a opéré dans plusieurs nœuds de l'extermination. À Vienne, il a participé au mécanisme qui a poussé la communauté juive d'abord au dépouillement puis à la déportation. Ensuite, il a opéré en Grèce et en Slovaquie. À Salonique, en très peu de temps, les rafles, les perquisitions et la concentration forcée ont conduit à des déportations massives qui ont anéanti une communauté historique. En France, son nom est resté associé à Drancy, le grand camp de transit en périphérie de Paris. Comme commandant, entre juin 1943 et août 1944, il a supervisé des convois qui ont envoyé près de 24 000 personnes à la mort. Au total, il est tenu responsable de la déportation de plus de 100 000 juifs européens depuis différents pays occupés. Lorsque le Reich s'est effondré, Brunner a fait ce qu'il savait faire de mieux: disparaître avec discipline. Il s'est appuyé sur des réseaux d'anciens camarades, des faux documents et le chaos de l'après-guerre. Pendant qu'Europe tentait de reconstruire les tribunaux et de rassembler des preuves, il se mouvait dans l'ombre. En mai 1954, un tribunal militaire français l'a condamné à mort par contumace, mais la peine ne l'a pas atteint. Il avait déjà quitté le circuit européen et sa trace s'est déplacée vers le Moyen-Orient. À Damas, il a vécu pendant des décennies sous la protection de l'État syrien, utilisant de fausses identités comme l'alias Georg Fischer et des surnoms tels que Abu Hussein. Différents reportages le décrivent comme un conseiller lié au service de renseignement, apprécié pour son expérience en répression et interrogatoire, et protégé pour des raisons politiques, même face à des demandes formelles d'extradition. La France a insisté pendant des années, et en 2001, un tribunal à Paris l'a de nouveau condamné par contumace, cette fois à perpétuité pour crime contre l'humanité. Des tentatives ont été faites pour l'éliminer. En 1961, une lettre piégée lui arracha un œil, et en 1980, une autre explosion mutila les doigts d'une main. Au fil des ans, des attributions ont été publiées, pointant les services israéliens derrière ces attentats, mais Brunner a survécu et est retourné dans l'ombre. Sa fin reste incertaine. Des rapports crédibles le situent mort à Damas, avec des dates variant de décembre 2001 à environ 2010. Et en 2021, un tribunal à Vienne l'a déclaré officiellement décédé. Son histoire se termine avec une ironie sombre. L'homme qui avait transformé la vie humaine en formalité a fini protégé par un autre appareil de sécurité, jusqu'à disparaître sans un procès final en personne. Karl Otto Koch. Karl Otto Koch n'a pas été un chef de la Gestapo, au sens strict de l'organigramme, mais il a été un rouage de premier plan dans le même écosystème répressif. Un officier des SS qui a dirigé des camps de concentration clés et a travaillé dans le réseau des SS Totenkopfverbände qui soutenaient la terreur quotidienne du Reich. Sa figure permet de comprendre une paradoxie de l'immédiate après-guerre. Certains des pires hommes du système ne sont pas tombés devant des juges alliés, mais devant le propre appareil nazi, pour des raisons qui avaient peu à voir avec la justice. Koch a accumulé du pouvoir en tant que commandant dans une chaîne de destination qui l'ont rapproché du centre de l'horreur. Il était à Sachsenhausen et, surtout, a été le premier commandant de Buchenwald à partir de 1937, un camp qui a grandi sous son commandement pour devenir un complexe de travail forcé, de punitions systématiques et d'exécutions. Plus tard, il a également été envoyé à Majdanek, en Pologne occupée. Pendant ces années de commandement, le camp n'était pas seulement un lieu de détention, c'était une économie de la mort où la vie du prisonnier valait moins que ses vêtements, son or dentaire ou le papier sur lequel son numéro était enregistré. Mais la fin de Koch n'est pas venue à cause de la souffrance qu'il administrait, mais à cause de ce que le régime considérait comme une honte interne. À partir de 1943, une enquête sur la corruption dans les camps a été ouverte au sein des SS. Le juge des SS, Georg Konrad Morgen, a examiné les réseaux de vol et d'enrichissement personnel. Et dans le cas de Koch, des accusations de détournement sont apparues, c'est-à-dire l'appropriation de biens et d'argent volés aux prisonniers, et également un élément révélant comment la corruption et le meurtre se mêlaient. Il a été accusé d'avoir ordonné le meurtre de prisonniers pour éliminer des témoins pouvant témoigner devant la commission d'enquête. En termes simples, le bourreau est tombé parce que sa cupidité a laissé des traces au sein du système lui-même.
Koch a été arrêté et présenté devant un tribunal des SS. Le verdict a été dévastateur pour l'honneur corporatif du régime. Peine de mort pour s'être discrédité lui-même et avoir discrédité les SS. Et la sentence a été exécutée avec une froideur symbolique. Le 5 avril 1945, à Buchenwald, Koch a été fusillé, à peine une semaine avant que le camp ne soit libéré par les forces américaines. Il n'y a pas eu de grand procès pour crimes contre l'humanité, ni de condamnation pour le système qu'il dirigeait. Seulement un dernier coup de feu dicté par la même machine de terreur qu'il avait servi. Wilhelm Stuckart. Wilhelm Stuckart ne portait pas le sceau Gestapo sur sa fonction, mais il fut l'un des hommes qui donna un cadre légal au même univers répressif dont la Gestapo se nourrissait. Juriste du parti nazi et secrétaire d'État au ministère de l'Intérieur, Stuckart fut l'un des cauteurs des lois de Nuremberg, ces normes qui transformèrent le racisme en législation et permirent à la persécution de cesser d'être un excès pour devenir une procédure. En janvier 1942, il participa également à la conférence de Wannsee, où la logistique politique et administrative de la solution finale fut discutée. Il représentait le ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire la bureaucratie qui transformait les décisions criminelles en règlements, décrets et compétences. Lorsque le Reich s'effondra, Stuckart tenta de rester dans un État qui n'existait plus. En mai 1945, dans les derniers jours, il fit partie du gouvernement éphémère de Flensburg de Karl Dönitz en tant que ministre de l'Intérieur. Ce fut une fonction brève, presque fantomatique, une administration qui cherchait à négocier et gagner du temps alors que l'Allemagne était déjà de fait occupée. L'illusion prit fin rapidement. Le 23 mai 1945, les Alliés dissolurent ce gouvernement et Stuckart fut arrêté et interné. Son cas fut examiné non pas pour avoir tiré avec une arme, mais pour avoir été l'un des architectes ayant rédigé l'ossature juridique permettant la persécution massive. Dans l'immédiat après-guerre, son nom circula dans un terrain délicat, celui des technocrates du crime. Il fut interrogé, apparut comme témoin dans des procédures liées à d'autres accusés et finit par siéger comme prévenu dans les procès de Nuremberg ultérieurs, spécifiquement dans le procès des ministères. Il y fut jugé pour son rôle dans la formulation et l'exécution de politiques anti-juives et de gouvernance dans les territoires occupés. Le tribunal ne le présenta pas comme un simple bureaucrate mal informé. Il fut caractérisé comme un antisémite convaincu qui, depuis son bureau, pouvait promouvoir sa campagne avec une sécurité institutionnelle. Mais, au moment de rendre le verdict, l'affaire bloqua sur la preuve de certaines extrémités de connaissance et de participation directe aux mesures les plus létales. Le résultat fut frappant. En avril 1949, Stuckart reçut une condamnation de temps purgé, d'environ 3 ans et 10 mois, et fut libéré sans peine supplémentaire. Ce qui suivit fut une seconde vie, beaucoup plus modeste, en Allemagne de l'Ouest. En 1951, devant un tribunal de dénazification, il fut classé comme Mitläufer ou compagnon de route et reçut une amende relativement faible. Il obtint un emploi civil. Il travailla comme trésorier municipal à Helmstedt, puis dans un institut économique de Basse-Saxe. Il apparut également lié à la politique d'après-guerre dans des cercles nationalistes liés aux expulsés. Il mourut le 15 novembre 1953, près de Hanovre, dans un accident de voiture. Une fin qui suscita des spéculations ultérieures, mais sans confirmation concluante. Et avec cela, son cas resta un exemple gênant de la façon dont certains concepteurs du système purent se réinsérer après des condamnations étonnamment légères. Franz Six. Franz Six était le type de dirigeant que le Troisième Reich appréciait particulièrement. Un intellectuel devenu opérateur, capable d'enrober la répression dans de l'analyse et de la propagande. Au sein de la RSHA, la même superstructure qui comprenait la Gestapo, Heydrich le plaça à la tête de l'Amt 7, le département consacré aux registres écrits et à la recherche idéologique. Production de matériel antisémite, surveillance de l'opinion publique, élaboration d'arguments pour soutenir les persécutions comme s'il s'agissait d'une politique d'État normale. Il n'était pas un policier de rue. Il était un administrateur d'idées et de listes, quelqu'un qui aidait à définir qui devait être surveillé, persécuté et écrasé. Son nom fut également associé à un plan révélant l'ambition totalitaire du régime. En 1940,
Heydrich lui demanda de préparer la structure policière pour une Grande-Bretagne occupée. SIS aurait dirigé des opérations pour localiser et arrêter des milliers d'ennemis dès que l'invasion aurait eu lieu, en s'appuyant sur des listes noires établies à l'avance. Ce projet ne fut jamais exécuté, mais il montre comment la Gestapo SD imaginait l'occupation. D'abord, le territoire est pris, ensuite les bonnes personnes sont capturées, et seulement alors le contrôle est stabilisé. Lorsque l'invasion de l'URSS ouvrit le chapitre le plus sanglant, SIS passa du bureau au terrain. En juin 1941, il fut affecté comme chef du Vorkommando Moscou au sein de l'Einsatzgruppe B. Dans cette fonction, son unité rapporta des exécutions, y compris un rapport sur des liquidations dans la région de Smolensk, et SIS fut marqué comme faisant partie du système mobile de meurtre de masse opérant derrière le front. Des années plus tard, cette expérience devint sa condamnation, bien qu'il ait tenté de la minimiser. Après la guerre, il ne disparut pas pour toujours. Il fut capturé et jugé à Nuremberg lors du procès des Einsatzgruppen. En 1948, il fut déclaré coupable de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'appartenance à une organisation criminelle. Il reçut 20 ans de prison, mais le climat politique d'après-guerre, avec la montée de la guerre froide, poussa à une vague de commutation. Sa peine fut réduite à 10 ans et il fut libéré en octobre 1952. La partie la plus inconfortable arriva ensuite. Déjà en Allemagne de l'Ouest, SIS réussit à se réinsérer. Il travailla comme cadre en publicité, propagande et fut lié à Porsche. Il fut également associé à des réseaux d'anciens nazis cherchant à récupérer une influence politique, comme le cercle Naumann, et des documents études sur les archives américaines indiquent des liens avec l'organisation Gehlen dans les années 50. En 1961, il fut même convoqué comme témoin par la défense lors du procès Eichmann, mais il déclara par dépôt depuis l'Allemagne. Il mourut en 1975, laissant le portrait parfait du criminel réutilisable, condamné par un tribunal historique, rapidement libéré et absorbé par la nouvelle normalité. Bruno Streckenbach. Bruno Streckenbach est un bon exemple de la manière dont la Gestapo n'était pas seulement le bureau de Berlin, mais un réseau qui se ramifiait dans les villes, sur les fronts de guerre et dans les bureaux. À Hambourg, dès les premières années du régime, il est devenu une figure clé de la police politique locale. Il a dirigé la Gestapo de la ville, puis a été nommé inspecteur de la police de sécurité et du SD pour le district militaire X, un poste qui lui donnait une portée régionale sur les arrestations, la persécution et la coordination du renseignement. Ce n'était pas un homme de discours, c'était un organisateur de cadres, de dossiers et d'ordres, exactement le profil dont le système avait besoin pour devenir routinier. Avec le début de la guerre, son rôle s'est déplacé vers un scénario plus brutal. En 1939, il est nommé commandant de l'Einsatzgruppe 1 pendant la campagne de Pologne, l'un de ces groupes mobiles qui suivaient l'armée et exécutaient des nettoyages politiques, arrestations massives, terreur sélective, assassinats. Ces commandos n'étaient pas une anomalie. Ils étaient le bras avancé du même univers Gestapo-RSHA, seulement qu'ils opéraient avec des armes, des fosses et des listes. Et Streckenbach ne les a pas seulement commandés. Il est aussi passé par le cœur de la RSHA, lié au domaine de l'administration et du personnel, ce qui le plaçait proche de l'ingénierie humaine de l'appareil, nomination, discipline interne et déploiement. Cependant, son après-guerre n'a pas suivi le modèle capture et Nuremberg. Il a d'abord été jugé par le bloc soviétique. Un tribunal militaire à Moscou l'a condamné le 18 février 1952 à 2 peines de 25 ans de travaux forcés, entre autres pour participation à la répression et aux déportations, y compris la Sonderaktion Krakau, l'arrestation de professeurs polonais. Il a purgé sa peine à la prison de Vladimir et en octobre 1955 a été libéré et envoyé en Allemagne de l'Ouest dans le cadre des libérations finales de prisonniers. De retour à Hambourg, il s'est réinséré avec une normalité difficile à digérer. Il a travaillé comme employé commercial et représentant dans une entreprise industrielle. Pendant ce temps, en Allemagne de l'Ouest, les procès pour crimes nazis avançaient lentement. Et pendant des années, Streckenbach est resté dans ce limbe où l'on savait qui il était, mais où il n'était pas possible de le traduire en justice. Ce n'est que des décennies plus tard que l'étau s'est resserré.
Le 30 juin 1973, une accusation a été déposée le désignant comme responsable de meurtre à grande échelle avec une plainte mentionnant des chiffres énormes. Mais le procès n'a jamais eu lieu. Ses avocats ont invoqué une grave maladie cardiaque et en septembre 1974, une cour supérieure a confirmé la suspension indéfinie du procès pour incapacité à comparaître. Il est mort à Hambourg le 28 octobre 1977, sans condamnation en Allemagne pour les crimes qui lui étaient attribués.